Avant que la vidéo ne commence, bon déjà je vous invite à vous abonner, mais surtout je tiens à m'excuser par avance pour la prononciation des noms propres. Il y a des noms mongols, arabes ou encore turcs, bref, des langues que j'ai pas vraiment l'habitude de parler. Si je vous parle de conquérants sanguinaires qui ont fait régner la terreur, vous pensez sans doute de suite à Attila ou Genghis Khan qui ont eu leur épisode, et dont on a d'ailleurs un petit peu nuancé le portrait. Mais il y en a un troisième qui chez nous est très peu connu, Tamerlan, Timur ou Timurlang selon les versions. Bref, ce type c'était vraiment pas un enfant de cœur. Il fut l'un des hommes qui a fait couler le plus de sang dans l'histoire. On le savait machiavélique et chef de guerre turco-mongol aussi redoutable que cruel. Et parfois créatif aussi. Il faisait des trucs du style décapiter tous les habitants d'une ville pour ensuite construire des pyramides avec leur tête. Un gars sympa. Ces 35 ans de règne, c'est 35 ans de guerre, de terreur et de massacre, qui verront émerger un vaste empire qui bouleversera l'Asie centrale et même au-delà. Ouais, aujourd'hui ça va être violent, mais pas que. Bref, je vous parle de Tamerlan. Timur naît en Transoxiane le 8 avril 1336, plus précisément dans la ville de Shakisabz, au sud de Samarcande. Oui, bon, j'imagine que vous voyez pas du tout où c'est. Alors la Transoxiane, c'est à l'époque une région aujourd'hui à cheval entre l'est de l'Ouzbékistan, le sud-ouest du Kazakhstan et une petite partie du Kirghizistan et du Tadjikistan. Timur, enfin Tamerlan comme il est appelé en Occident, descend d'une famille noble d'origine turco-mongole. Le mystère a d'ailleurs plané pendant assez longtemps sur son apparence. Ressemblait-il plutôt à un mongol ou un turc? Eh bien, des recherches plus récentes menées au XXe siècle sur ses ossements tentent à montrer qu'il avait plutôt le visage d'un mongol. Il grandit cependant dans une famille récemment convertie à l'islam et fortement influencée par la culture turque, Timur signifiant d'ailleurs homme de fer en turc. Et il n'est pas non plus un descendant direct du célèbre Genghis Khan, mort un siècle auparavant, ce qui n'empêchera pas ce dernier de grandement influencer Tamerlan, pour le meilleur et surtout pour le pire. Dans un contexte plus large, à la mort de Genghis Khan en 1227, son immense empire, le plus vaste de l'histoire, implose et se divise en plusieurs états rivaux. On se retrouve alors avec 4 grands khanats, le khanat de la Horde d'Or, l'Ikhanat de Perse, le Kaggada de Yuan et enfin le khanat de Jagatai, là où se trouve Timur. En Europe, on est moins conquérant, depuis que Saint-Jean d'Acre, dernière place forte croisée en Terre Sainte, est tombé en 1291, ce qui marque la fin des croisades. Et lorsque naît Tamerlan, c'est aussi le début en 1337 de la guerre de 100 ans. Et une vingtaine d'années après, émerge en Anatolie un empire qui va sérieusement emmerder les Européens pendant les siècles à venir, l'Empire ottoman. Ah oui, et c'est aussi au même moment que commence un truc pas vraiment cool, et qui en plus fait écho à notre actualité, la peste noire qui tuera 30 à 50% de la population européenne. Des guerres, des famines, des maladies, bref. À ce moment, on s'amuse plutôt bien en Europe. Mais Tamerlan, lui, il est loin de tout ça. Ce n'est encore qu'un fils de noble pas très important au sein de son clan. Et pourtant, ça ne va pas l'empêcher d'entrer dans l'histoire. Le jeune Timur grandit donc dans le khanat de Jagatai, l'un des 4 grands khanats apparus après la mort de Genghis Khan où règnent ses descendants. Pour rappel, un khanat, c'est un royaume gouverné par un khan. Et un khan, c'est comme ça qu'on appelle un souverain chez les Mongols. Timur évolue au sein du clan Barlas, où il reçoit une éducation tournée vers la guerre. On pense qu'il n'a jamais appris à lire ni à écrire, mais qu'il était particulièrement intéressé par l'étude du Coran. Et après la mort de sa mère, assoiffé de conquête, il quitte son clan et autour de 1354, à seulement 18 ans, il entre au service d'un émir, un certain Kazgan, dont il épouse sa petite fille, Al-Jahi. La première d'une longue liste, puisqu'on lui attribuera en tout 18 épouses. C'est là qu'il commence à se faire remarquer en tant que brillant chef militaire. Il guerroie un temps pour le compte de l'émir à la tête d'une petite armée, il a son premier fils en 1357, mais alors qu'il occupe une place de plus en plus importante à la cour de l'émir, ce dernier est assassiné en 1358. Une pratique presque anecdotique à l'époque, mais c'est au même moment que le khan du Jagatai, un certain Tughluq Timur, en profite pour envahir la Transoxiane. Timur saisit alors sa chance et se joint au khan et devient l'un de ses conseillers.
Mais cette alliance de circonstances ne dure pas. Timur le sait, une réunification entre la Transoxiane et le reste du Khanat ne se fera pas. Alors il se barre et rallie son beau-frère et petit-fils de Khazgan, un certain Hussein. Ensemble, ils vont faire la guerre au Khan. Il y a des batailles, des complots et des pillages, et c'est aussi pendant cette période, en 1363, que Timur est gravement blessé. Il reçoit plusieurs flèches, dont une à la jambe, qui le laissera boiteux jusqu'à la fin de sa vie. C'est là qu'il prend le surnom de Timur Lang, Lang signifiant le boiteux. Timur Lang qui s'est ensuite transformé chez nous en Tamerlan, qui n'a rien à voir avec une insulte. Devenu infirme, cet handicap ne va pas du tout le ralentir, bien au contraire. Le Khan meurt la même année et ses successeurs sont repoussés par Tamerlan, qui élimine tous ceux qui lui font de l'ombre, à commencer par Hussein, qui fait assassiner, il fait aussi massacrer tous ses soutiens et accessoirement épouse sa femme. Sympa. Il se fait ensuite sacrer grand émir dans la ville de Bactre, le 10 avril 1370, avant de reconquérir la ville de Samarcande. Désormais en train de régner sur les terres qui l'ont vu naître, Tamerlan souhaite désormais se pencher sur de grandes conquêtes, qui deviendront parmi les plus fulgurantes et brutales de l'histoire. Tamerlan est maintenant grand émir, signe de sa volonté de se détacher de la tradition mongole et des Khans. Le statut d'émir étant bien sûr connoté comme lié au monde musulman. Tamerlan a donc une vision plutôt impérialiste de l'islam, à l'inverse d'un Genghis Khan qui ne forçait pas les populations conquises à se convertir aux croyances mongoles. Ici, Tamerlan en tant que sunnite souhaite combattre le chiisme qu'il juge hérétique, pour à terme fonder un grand empire islamique, et retourner à un islam conquérant disparu depuis la chute du califat abbasside au milieu du XIIIe siècle, lors de la prise de Bagdad par les Mongols en 1258. Mais revenons à Tamerlan. La naissance de cet empire timouride, comme on l'appelle, s'accompagne d'une centralisation des pouvoirs à Samarcande, la mise en place de nouvelles routes, notamment pour allier la route de la soie, ainsi que de nouvelles conquêtes. Et ça, des conquêtes, il va y en avoir. Avec son armée, composée en grande partie de guerriers turco-mongols, Tamerlan conquiert dans un premier temps le Khwarzem au début des années 1370, puis le Mogolistan, une autre partie du Khanat de Jagatai, avant de se tourner vers l'Asie avec la Ouïghorie, où il combat les Mongols, puis l'Inde où il affronte le sultanat de Delhi, puis à nouveau il repart vers l'ouest où il envahit les actuels Afghanistan, Iran et Irak. Bref, il ne sait plus où donner de la tête. Et en parlant de tête, il y en a pas mal qui tombent. Eh ben oui, ce qui caractérise les invasions menées par Tamerlan, c'est ce déchaînement de violence inouïe qui les accompagne. De nombreuses villes sont saccagées comme Bagdad, Alep, Damas ou Ispahan en 1387, où malgré la reddition de la ville et qu'elle ait accepté de payer une rançon à Tamerlan, ce dernier décide de faire décapiter tous les hommes de la ville. On a des estimations qui vont de 42 000 à 70 000 morts. Les têtes de ces malheureux sont ensuite exposées à l'entrée de la ville, sous la forme de grandes pyramides. Une création originale, et qu'il va d'ailleurs renouveler plusieurs fois. On peut aussi parler de cette sublime idée d'enterrer vivants 2000 prisonniers à Sabzevar, les nombreuses villes incendiées ou pillées, les populations entièrement massacrées ou contraintes de fuir devant l'avancée de l'armée timouride. Bref, comme disait Grousset, qui le compare beaucoup à Genghis Khan, quand il parle du Tamerlan violent, il est selon lui la synthèse parfaite entre la sauvagerie mongole et le fanatisme religieux musulman. Bon après, Grousset il écrit dans les années 30. Par contre, et là aussi c'est une drôle de particularité quand on connaît le bonhomme, sous ses airs de brute assoiffé de sang, il prend néanmoins soin d'épargner les artistes et les artisans les plus talentueux. Car oui, Tamerlan est aussi un amoureux des arts, et surtout des arts persans. L'un de ses souhaits est d'ailleurs de transformer sa capitale, Samarcande, en un véritable centre culturel. Car oui, il veut pour son empire une capitale qui en jette, car maintenant il est à la tête d'un empire assez conséquent, certes moins grand que celui du vieux Genghis, mais qui quand même s'étend de la Volga au nord jusqu'au golfe Persique au sud, et de l'Anatolie à l'ouest jusqu'aux confins de l'Inde à l'est. Et quoi de mieux pour fêter ça que de se faire sacrer sultan en 1388 ? Après 20 ans de guerre ininterrompue et des centaines de milliers de morts derrière lui, peut-être que Tamerlan pourrait un peu ralentir le rythme. Non. En 1395, après avoir traversé les steppes mongoles et affronté la Horde d'Or, il fait demi-tour et renonce à envahir la Moscovie, après avoir été repoussé par le grand prince Vassili Ier. 1398, il repart en Inde où il incendie Delhi et fait buter plein d'hindous sur sa route.
1401, il est de retour à Damas, qu'il pille pendant 3 jours, puis après avoir affronté les Mamelouks, c'est au tour de Bagdad d'être presque entièrement détruite. 20 000 de ses habitants sont exécutés par les hommes de Tamerlan. Et au printemps 1402, il déboule en Anatolie, où il réussit à vaincre lors d'une gigantesque bataille à Ankara le 28 juillet 1402, l'armée ottomane de Bayezid Ier. Ce dernier est fait prisonnier par Tamerlan et meurt en captivité un an après, de chagrin d'après certains écrits. C'est d'ailleurs suite à cette victoire sur les Ottomans que les Européens commencent à s'intéresser à Tamerlan, qui jusque-là n'était vu que comme un lointain chef de tribu. On a notamment le roi d'Espagne Henri III qui envoie des ambassadeurs à la cour de Tamerlan, qui nous ont permis de mieux connaître le fonctionnement du système timouride. De retour victorieux à Samarcande, et déjà âgé de 66 ans, Tamerlan convoite désormais un territoire encore plus vaste, la Chine des Ming. Oui, bon, vous avez compris, le type s'arrête jamais. Il monte alors une nouvelle expédition qui quitte Samarcande à la fin de l'année 1404. Mais depuis septembre, Tamerlan est malade, et sur la route, sa santé décline rapidement. Obligé de s'arrêter dans la ville d'Otrar, il y meurt le 19 janvier 1405 à 68 ans. Après une vie entière à mener des guerres, les conséquences de son règne sont pour le moins catastrophiques. Son empire en lui-même, déjà à l'inverse d'un Genghis Khan qui avait mis en place une administration efficace, un code de loi, etc., là avec Tamerlan, rien de tout ça. Il n'a pas vraiment innové. Par exemple, pour les lois de son empire, a changé d'une région à une autre. Parfois c'était la Grande Nyassa, la loi mongole qui était appliquée, et des fois la charia, la loi islamique. Tout cet empire reposait sur un seul homme, Tamerlan, et à la mort de ce dernier, l'empire se divise entre ses 4 fils, et se voit assailli de toutes parts, et sans aucune organisation interne, les descendants de Tamerlan, qui forment les Timourides, une toute nouvelle dynastie, ne réussiront pas à maintenir l'empire, qui s'effondre un siècle après la mort du sultan, en 1507. C'est tout le problème avec un immense empire qui s'est bâti sur la terreur et la répression. Et ça c'est comme avec n'importe quel dictateur, quand le mec qui tenait la barre n'est plus là, et le bateau coule. Avec certaines guerres sans réelle logique derrière, si ce n'est juste gagner du territoire, ces conquêtes auront causé la mort de 7 à 20 millions de personnes. Il avait peut-être une fibre artistique, après tout les pyramides de tête coupée, c'est un peu selon les goûts de chacun. Mais c'était en fait avant tout un homme charismatique, cruel et un chef de guerre doué. Ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était le désordre. Prêt à tout pour arriver à ses fins dans un monde violent et impitoyable, il a su user de son génie stratégique pour mettre à genoux l'Orient, que ce soit via des pourparlers, de la propagande et en manipulant ses adversaires. Et si cela ne suffisait pas, alors c'est via une politique de la terreur qu'il soumettait ses ennemis. Mais après tout, faut rappeler que Tamerlan était sans doute un homme très complexe, et encore aujourd'hui, on a toujours du mal à cerner le personnage. Alors du coup, j'essaie de vous rendre ça le plus clair possible. Le peuple de Tamerlan n'aura connu que la guerre, la cruauté et le fanatisme religieux de son chef, et ces guerres entraîneront une désertification au Moyen-Orient. Et pourtant, il est encore aujourd'hui vu par une partie du monde comme un héros, de par sa volonté de refonder un grand empire musulman. Mais ça a été un échec. À l'inverse de l'empire mongol ou romain qui hante encore nos mémoires, celui de Tamerlan a presque disparu. Par contre, l'empire ottoman, qui lui prend véritablement son essor après la mort de Tamerlan, va durer dans le temps, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, à aller me soutenir sur Utip, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.